Horace. Pour faire simple, donc on est une association donc financée en partie par l'ADEME et la région Pays de la Loire. Et notre vocation à nous, c'est d'accompagner les différentes entreprises, donc à l'échelle des Pays de la Loire, donc à l'échelle régionale, sur le sujet de la transition énergétique. Donc on propose différents accompagnements et notamment tout un calendrier d'animation avec différents webinaires et des experts donc, qui sont adhérents et référencés Horace, dont fait partie donc Bruno Chrétien d'Exensi. Voilà. Donc, si jamais on a un site internet sur lequel vous pourrez retrouver toutes les infos de l'association, et je vais pouvoir laisser la parole à Bruno pour faire sa présentation. Bon webinaire à tous. Eh ben, merci beaucoup Arnaud pour cette introduction. Moi, je me présente rapidement également, donc Bruno Chrétien. Je suis président fondateur du cabinet conseil Exensi. Je suis ingénieur thermicien et énergéticien à l'origine. Et puis, une forte expérience dans le domaine thermique, aéronautique et aérospatial au tout début. Et puis, une vingtaine d'années passées à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, que tout le monde connaît sous le nom de l'ADEME, qui est aujourd'hui l'Agence de la transition écologique. Pour aujourd'hui, le propos que je vais vous tenir, il va traiter de la question, bien entendu, des économies d'énergie, mais d'une manière un peu particulière, c'est comment réaliser des économies d'énergie par rapport au confort thermique et comment celui-ci a un impact de plus en plus toujours non négligeable, mais de plus en plus important sur la question des économies d'énergie dans le bâtiment. Et le titre qui s'exprime « Arrêtons de parler de température », c'est parce que nous le verrons un petit peu dans le déroulé. Aujourd'hui, tout le fonctionnement, la régulation de la thermique dans un bâtiment est essentiellement, voire toujours lié à une question de température. Et on va se rendre compte dans la conférence qu'il faut essayer de parler d'autre chose que de température, puisque ce n'est pas un des facteurs premiers du confort. Rapidement, pardon, il y a un certain temps à passer. Donc, le cabinet Exensi, aujourd'hui, c'est un cabinet de conseil qui est indépendant. Et on fournit de l'assistance technique sur la transition énergétique, accompagnement complet auprès des entreprises, c'est-à-dire à partir de l'audit si nécessaire, des visites techniques, des transformations internes sur l'ISO 50001 pour la gestion de l'énergie, sur les questions techniques et une mise en œuvre, que ce soit dans le domaine des bâtiments et dans le domaine de l'industrie, l'industrie étant mon domaine de prédilection à la base depuis un peu plus d'une trentaine d'années. L'objectif que nous avons, c'est permettre bien entendu d'alléger les factures, mais aussi de diminuer et réduire les empreintes carbone tout en améliorant le confort des personnes et la qualité des produits et services. C'est un petit peu, j'imagine, ce que tous les consultants souhaitent apporter. Les prestations, très rapidement, sans avoir à lire et à parcourir tout ceci, bien entendu, sur la sobriété, efficacité énergétique. On a aussi un volet sensibilisation où on a des collaboratrices qui sont formées sur les différentes fresques qui sont indiquées. La fresque du climat, bien entendu, pour la sensibilisation. L'atelier d'automne pour arriver à générer de l'action auprès des personnes, et puis ce qui constitue aussi la base de la décarbonation dans les entreprises avec le bilan carbone. La fresque du numérique étant aussi un atout pour ceux qui ont des activités essentiellement numériques. Notre méthode est de partir toujours du terrain, c'est-à-dire que c'est l'analyse du réel qui nous permet d'apporter du conseil et de comprendre comment les entreprises vers lesquelles on intervient fonctionnent et quelles sont effectivement leurs possibilités d'évolution. Bien entendu, on travaille toujours sur la production d'un plan d'action et l'accompagnement de ce plan d'action avec des objectifs clairs et à atteindre,
tout d'abord sur des actions simples, et puis petit à petit, avec un travail d'intracting, d'engager des actions plus complexes. On s'adapte bien entendu à l'humain, ça c'est un point très très fort et qui nous vient aussi de toutes les actions et les opérations qu'on a à l'international dans des contextes sociaux et socioculturels tout à fait différents. On vise aussi, bien entendu, la mise en œuvre opérationnelle la plus rapide possible, hein, comme je vous le disais, en commençant par ce qu'on appelle les low-hanging fruits, c'est-à-dire les fruits à portée de main, et puis petit à petit en développant les opérations et le management de l'énergie dans l'entreprise. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas de ça dans la présente conférence. La question du confort thermique, tout d'abord, de quoi parle-t-on? Il me semblait important, même si une partie des personnes présentes ici, voire toute ou partie, a déjà une compréhension de ce qu'est l'énergie thermique, la question du confort thermique, il me faut revenir à l'origine, c'est-à-dire qu'est-ce que la thermique et qu'est-ce que sont les transferts thermiques, quels sont les modes de transfert thermique. Donc, comme vous le savez certainement, 3 modes de transfert thermique. Le premier, qu'on appelle la conduction, qui va être celui des matériaux en contact les uns avec les autres. Cette conduction se transmet uniquement par contact, ce transfert. Le deuxième, qui s'appelle la convection, qui est l'énergie fournie et délivrée ou échangée par des fluides en mouvement. Et enfin, le rayonnement, qui est l'énergie, le mode de transfert le moins pris en compte dans toutes nos études et en général dans toute la question du confort thermique, alors qu'on va le voir, c'est le plus important. Et celui-ci est essentiellement, l'énergie est essentiellement transmise dans le domaine de l'infrarouge, une petite partie aussi dans le domaine du visible et légèrement dans le domaine de l'ultraviolet, mais la majeure partie d'un rayonnement de chaleur, j'entends bien, un rayonnement de chaleur, est émis dans le domaine de l'infrarouge. Deuxième point extrêmement important sur la question du confort thermique. Il est essentiel de savoir qu'on ne ressent pas une température. Une personne physique, humaine, ne ressent pas une température. Hein, quand on dit « Ah, je ressens la température », non, non, ça n'existe pas. On ne peut pas ressentir une température. Une température est représente un état d'un matériau, d'une matière, d'une personne, de tout ce qu'on veut, un état enthalpique donné. C'est quelque chose, cet état tel qu'il est, on ne peut pas le ressentir. En revanche, ce que l'on ressent, et la seule chose que l'on ressent dans le domaine thermique, ce sont les flux, les échanges thermiques, les échanges que l'on a, que notre corps a avec son milieu extérieur. Donc, que ce soit dans le domaine d'avoir chaud et donc de recevoir des flux thermiques importants et d'avoir ce ressenti de chaleur, ou bien au contraire d'avoir des pertes thermiques importantes et de ressentir du froid, c'est le flux thermique que l'on ressent, jamais la température. Ça me permet de dire aussi et d'essayer de tordre le cou à des choses qu'on utilise par raccourci, et bien entendu, tous les scientifiques et techniciens, on est aussi responsables de ces expressions, parce que pour aller vite, on passe sur des choses sans se rendre compte que ça peut amener des confusions dans la tête de beaucoup. Le froid, en fait, n'existe pas. La question de froid, comme je vous l'ai dit, puisqu'on ne ressent que les échanges, la question de froid n'est même pas une question physique. Le froid n'existe pas physiquement. Hein, ça n'est la chaleur, parce qu'on appelle la chaleur, c'est l'énergie qui est transmise. Donc ça, elle existe physiquement. C'est toute l'énergie qui peut se transmettre, mais le froid en lui-même ne se transmet pas, n'existe pas de manière physique.
Ces trois modes de transfert là, de l'énergie thermique, quand on l'applique à nos personnes, et c'est là que ça devient très très important et très intéressant, on se rend compte que dans les conditions un petit peu habituelles de vie des personnes, hein, on va éviter les conditions extrêmes, c'est pour ceux qui pourraient habiter au niveau d'un pôle ou peut-être en ce moment dans des zones climatiques où il fait 50 degrés avec 98% d'humidité. Généralement, la répartition des flux thermiques, donc des échanges thermiques du corps avec l'environnement, on va se retrouver avec le majeur qui est le rayonnement qui va être responsable de l'ordre de 50 ou 55 à 60% des échanges thermiques. On retrouve la convection, bien entendu, et puis elle va aussi avoir des évolutions très importantes en fonction du contenu de l'air, puisque notre corps, il est principalement en contact avec de l'air pour la convection, et cette convection, elle va être fluctuante en fonction aussi de la charge de l'air, c'est-à-dire de l'humidité qu'il peut y avoir dans l'air principalement, et puis de la vitesse d'air, hein, des mouvements d'air. Mais pour autant, dans les cas génériques que l'on va retrouver dans un bâtiment, c'est-à-dire où on n'est pas soumis à des vents importants, ou éventuellement dans des zones tempérées, l'humidité n'est pas extrême, la convection ne représente que 25 à 35% des échanges thermiques. Et la conduction, elle, vous l'entendez bien, quand on est debout, la conduction ne passe que par notre contact au sol. Et puis, si vous êtes assis à votre bureau, aussi passer par le contact des mains, des bras éventuellement. Et puis, lorsqu'on est assis sur une chaise, aussi par le séant qui repose sur la chaise. Mais ce qui est à retenir ici, c'est fondamentalement ce qui a le plus d'interaction avec notre corps aujourd'hui dans un environnement tel qu'un environnement de travail, c'est le rayonnement. Pour les paramètres de confort thermique, bien entendu, on va forcément entendre, et c'est très justifié, de dire oui, mais le confort, nous ne sommes pas égaux devant le confort thermique. La sensation, il y a des gens qui sont frileux, d'autres moins, etc., etc. Il y a effectivement de nombreux paramètres subjectifs, hein, qu'on appelle les facteurs internes, et que l'on voit à droite, là, sur le métabolisme lui-même, nos activités, activité physique, mais aussi activité intérieure psychique et notamment les émotions, la manière dont on s'habille et puis aussi lors de la journée, c'est-à-dire si on est en période de digestion, en manque de sucre ou au contraire en train de manger, etc. Donc oui, il y a des facteurs subjectifs et qui font que personne n'aura exactement la même sensation de confort à un moment donné, dans un endroit donné, avec des conditions particulières. Pour autant, il existe des facteurs très importants qui sont des facteurs objectifs, qui sont des facteurs dits externes et qui vont principalement être liés au rayonnement en premier. Tout d'abord, bien sûr, le rayonnement solaire qui heureusement est présent parce que c'est lui qui nous permet de vivre sur la planète. Mais ce rayonnement solaire, quand il est direct, voire indirect, voire réfléchi, a aussi un impact important sur nos transferts, nos échanges. Les différentes surfaces, et ça va devenir le plus important derrière dans la question et quand on va envisager la question du confort thermique, toutes les surfaces et les parois qui nous environnent sont des facteurs externes extrêmement importants et objectifs du confort thermique. L'humidité, comme j'en ai parlé un petit peu auparavant, l'humidité dans l'air va être très importante aussi, puisque l'humidité a une capacité thermique bien plus importante que l'air lui-même. Donc l'eau, même sous forme vapeur dans l'air, va générer des transferts énergétiques avec notre corps bien plus importants que si on a un air sec. Tous ceux qui se sont déplacés dans des zones où il y avait une forte humidité, ils se rendent compte que parfois, à 32 ou 33 degrés
avec une humidité quasi à 100%, on ressent comme une chaleur insupportable parce qu'on a des transferts extrêmement importants, alors que les mêmes températures avec un air sec nous laissent tout à fait confortablement installés. La vitesse d'air, comme je l'ai mentionné tout à l'heure aussi, est très très importante puisque cette vitesse, la convection est liée à la vitesse d'air. On imaginera que dans des pièces, habituellement, il n'y a pas des vitesses d'air très très importantes et donc c'est assez limité. Et puis, bien entendu, la température de l'air. La température de l'air aura forcément, puisque l'échange convectif se fera à partir de du contact avec l'air, avec l'air ambiant. Et donc, la température sera importante. C'est un retour de son, là. Toujours dans l'impact de l'environnement, ce qui va avoir le plus d'impact sur notre confort, quand on est intégré dans un lieu de travail, on va avoir forcément au démarrage les émetteurs. Les émetteurs de chaleur, hein, on va parler de tout ce qui est confort thermique d'hiver, là, et les émetteurs de chaleur, eux, ont un impact majeur, hein, puisque la température de ces émetteurs est très importante et on va le revoir. Ils ont donc une capacité de fourniture et d'émission thermique qui est très importante. Tout d'abord, bien entendu, par rayonnement, et puis aussi si on a affaire à des convecteurs qui sont faits spécialement pour avoir un échange maximum avec l'air. La disposition du mobilier est très importante aussi. On le verra, hein, en fonction des parois. Un des facteurs majeurs également, ça va être la qualité des matériaux qui nous entourent, notamment les matériaux des parois. On a un facteur, enfin l'effusivité est une notion qui est très importante à prendre en compte pour la question du confort, parce que les matériaux ne sont pas du tout égaux par rapport à ce facteur physique qui est l'effusivité, et un matériau à faible effusivité qui va donc générer moins d'échanges avec son environnement aura une tendance à générer beaucoup plus de confort, et les matériaux à très forte effusivité généreront beaucoup plus rapidement et facilement de l'inconfort auprès des personnes. Ça, c'est un facteur non négligeable à prendre en compte à partir du moment où on cherche à générer de la performance énergétique dans l'usage de l'énergie dans un bâtiment. La question des matériaux, elle est extrême et première, hein, puisque quand on va pouvoir intervenir sur ce type sur les parois et donc les matériaux qui les composent ou bien les matériaux qui nous entourent, bien entendu, ce facteur d'effusivité doit être pris en compte aujourd'hui puisqu'il a un impact premier sur notre confort. Il est bien entendu lié à la température des parois. Et quand on sait que nos échanges sont principalement générés, les échanges thermiques sont principalement générés par rayonnement, eh bien, les parois et tout notre entourage prend tout à fait son sens à ce moment-là. Et il n'est pas rare, même il est très très fréquent de s'apercevoir dans certains milieux, dans certains bureaux ou d'autres milieux professionnels, où les personnes dans des ambiances avec des températures d'air finalement assez élevées par rapport à la compréhension qu'on a aujourd'hui du confort, prétendent toujours avoir froid, être obligés de se couvrir, etc. Et la plupart du temps, ça a à voir avec la température des surfaces qui les entourent. Comme je disais tout à l'heure, les émetteurs ont une place cruciale, essentielle. Les émetteurs de chaleur ont une place essentielle dans le confort thermique et dans la performance énergétique qu'on va pouvoir en tirer. Parce que vous avez bien compris d'ores et déjà que la performance énergétique va venir du fait de l'usage des émetteurs notamment, qui vont apporter le plus facilement et le plus rapidement du confort aux personnes qui sont dans une zone, dans un bureau, dans un local professionnel.
ou particulier, hein. On parle ici beaucoup plus de l'action dans le domaine professionnel, mais à la maison, ça sera la même chose. Toujours est-il que l'humain étant premier, il faudra toujours voir que l'usage du lieu, la manière et le comportement que peuvent ou doivent avoir les personnes dans les lieux où elles vont se trouver va être un facteur aussi essentiel à prendre en compte pour travailler sur le confort de ces personnes. On a des différents types d'émetteurs. J'ai essayé de les classer un petit peu. Sur la gauche de votre écran, on a ce qu'on appelle les convecteurs purs. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une petite capacité de rayonnement. Alors non, celui du haut, la cassette plafonnière ou bien les cassettes que l'on peut avoir sur les murales, celles-ci n'ont aucune capacité de rayonnement et n'apportent aucun confort par leur rayonnement. Ce sont à la base, ce sont des matériels qui ont été créés pour la climatisation et le fait de l'utilisation des pompes à chaleur réversibles, on s'est dit tiens, on va les utiliser aussi pour faire du chaud. Sauf que là, il n'y aura pas besoin d'explications fantastiques, mais chauffer à partir du plafond, on commence tout de suite à percevoir qu'il y a quelque chose qui risque de ne pas fonctionner par rapport à l'apport de confort et de performance énergétique. On voit en dessous, voilà, les convecteurs, l'un à circulation d'eau, toutes ces ailettes, là, dès qu'on voit énormément d'ailettes, il s'agit d'augmenter les surfaces d'échange avec l'air de manière à chauffer l'air. Et donc là, on est à fond dans l'idée de le facteur de confort principal, c'est la température de l'air. Et comme je vous l'ai montré avant, en fait, c'est totalement faux. Donc, les purs convecteurs, c'est quelque chose qui, pour moi, est à éviter absolument quand on veut apporter du confort. À droite, complètement à droite de votre écran, vous avez des émetteurs qui sont purement radiants. Tout en haut du radiant. Alors, ce sont des radiants infrarouges, bien entendu, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la chaleur se transmet beaucoup plus dans le domaine de l'infrarouge. 70% de la chaleur émise est dans le domaine de l'infrarouge. Vous avez des infrarouges en haut qui sont des infrarouges électriques qu'on peut retrouver dans certaines zones. Là, la photo, il ne faut pas la tenir puisque c'est interdit aujourd'hui. Ce sont des radiants qui sont à l'extérieur, il me semble, comme on pouvait en trouver à certains moments, peut-être encore sur les terrasses de café, mais ça a été normalement interdit. Toujours est-il que voilà un exemple de lampadaire rayonnant qui peut être utilisé dans des situations où on a peu de fermeture, de la circulation, des ouvertures importantes et une difficulté à avoir une zone fermée par rapport à l'extérieur. On retrouve dans la photo suivante ce qu'on appelle des radiants longs, hein, c'est-à-dire c'est pas les radiants qui sont longs, même s'ils le sont, c'est qui vont émettre, on le voit, ils sont des radiants sombres. C'est la zone noire au milieu là, qui en fait est chauffée par du gaz hein, en direct et qui va rayonner dans les infrarouges longs. Et sa capacité dans les infrarouges longs, c'est-à-dire avec des longueurs d'onde qui sont importantes et qui va permettre dans des locaux de grande hauteur de pouvoir apporter de l'énergie au niveau du sol et au niveau donc des personnes qui se trouvent dans ces locaux et donc leur apporter un confort. Dans les zones de très grande hauteur comme ça, qui font 5 à 8 mètres, hein, qu'on retrouve dans certaines industries, ça n'a aucun sens que de tenter de chauffer l'air. Hein, puisqu'on va avoir des effets de stratification, on va surtout chauffer les zones en altitude et puis pas du tout les personnes qui en ont besoin, alors que si on chauffe, c'est uniquement justement pour apporter du confort aux personnes. Et puis en bas, c'est un autre radiant gaz qui est un peu dans le visible, puisqu'on voit le rouge là où on est sur des substrats où le gaz va avoir une combustion en flamme plate et l'échauffement des substrats sur lesquels il y a cette combustion va générer du rayonnement infrarouge.
Voilà, pour expliquer un petit peu, parce que c'est adapté, le rayonnement est très très adapté, peut être très adapté dans des milieux spécifiques, là où on n'a que ça, et il faut comprendre pourquoi il peut apporter du confort. Au milieu, on va retrouver des choses qui sont tout à fait dans le commerce actuellement et qu'on va traiter de mixtes, hein, c'est-à-dire ce sont des émetteurs qu'on va traiter de radiateurs, mais qui ont de manière mixte, qui peuvent avoir des surfaces importantes et donc émettre par rayonnement, et en même temps aussi des surfaces d'échange avec l'air, avec des ailettes, etc., pour chauffer également l'air. Hein, on retrouve des choses qui sont par circulation d'eau et puis d'autres qui sont des alimentations électriques avec des pierres, hein, des zones qui permettent de limiter le problème de l'électrique que l'on voit sur le convecteur à gauche en bas, là, qui est d'avoir des moments de chauffe très importants et puis d'assèchement de l'air. Donc, au milieu, dans les mixtes, on se retrouve avec des matériels qui vont, eux, être en mesure de générer le confort maximum. Et ceci, en prenant bien entendu en compte la disposition où on va les mettre. Comme on l'a vu, si le confort nous vient principalement par le rayonnement, il faut se poser la question de où on positionne, bien entendu, les panneaux qui vont rayonner. Sur le rayonnement et des choses qui peuvent être envisagées aujourd'hui, qui sont des émetteurs à très fort potentiel de confort thermique, je vous mets quelques différents sans faire de publicité, en espérant qu'il n'y a pas les marques de gauche ou de droite, mais on en est aujourd'hui, bien entendu, à pouvoir chauffer, non seulement à faire du chauffage par le sol, mais aussi d'avoir du chauffage par les murs. Et toujours dans l'idée, à partir du moment où on intervient comme ça, il ne s'agit pas de chauffer la pièce, comme on dit, mais d'apporter de la chaleur aux personnes qui vont y circuler. Alors, donc on a les murs, puis on a des panneaux qui peuvent être très stylés, qui sont des panneaux rayonnants que l'on peut positionner aussi au plafond. Alors, on a visité récemment des bâtiments récents, neufs, avec une réflexion importante sur la thermique, où on retrouve très très souvent des panneaux rayonnants pour apporter le confort thermique de travail. Pour remettre vraiment les choses à leur place dans ce qui est la question du confort thermique, il a été étonnant pour nous de trouver des résultats d'une expérience qui a été réalisée au MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology, qui est très connu pour ses travaux dans différents domaines scientifiques, mais notamment dans le domaine de la thermique. Et ils ont fait des essais, donc construit une zone d'essai dans laquelle ils pouvaient intervenir sur la température de l'air, bien entendu, mais aussi sur la température de toutes les parois. Et alors, on a des choses qui, ici, sont assez intéressantes à visualiser pour bien prendre en compte et voir l'importance de ce qui apporte ou non du confort. On voit dans la première, c'est une des plus parlantes, la première photo, là, où on avait les parois, toutes les parois, hein, le sol, les parois arrière, le plafond, les parois de côté, tout est à une température extrêmement faible, en dessous de zéro. Et dans le même temps, si vous arrivez à voir sur votre écran, la température de l'air est à 48 degrés. La température de l'air à 48 degrés, toutes les parois extrêmement froides, les personnes sont obligées, pour pouvoir vivre dans cet environnement-là, de se couvrir comme s'ils étaient au pôle Nord ou au pôle Sud. De la même manière, mais si on voit quelque chose qui nous ressemble un petit peu plus dans nos modes d'action, là, l'image qui est en dessous, on se retrouve avec des parois, une chaleur, un émetteur de chaleur, et puis des parois à 16 degrés. Cet émetteur de chaleur qui clairement est un convecteur va fournir un air à 22 degrés
et pourtant les parois restent à 16 degrés. C'est souvent, très souvent, ce que l'on va retrouver quand on visite des bâtiments. J'oserais dire même que là, comme on voit le résultat où les personnes sont obligées d'être bien couvertes et pour autant, l'image nous montre qu'elles n'atteignent pas un confort correct, un confort thermique correct. C'est très très souvent ce qu'on va retrouver dans le tertiaire avec des personnes dans des bureaux qui sont obligées de monter la température à 23, 24, voire jusqu'à ce que j'ai pu voir 27 degrés pour avoir un sentiment de confort. Dans celle de droite en haut, qui est surprenante également, hein, on a les parois qui sont, elles, chauffées. Donc, quand on dit chaud ou chaude, c'est qu'elles vont approcher la température extérieure du corps humain, c'est-à-dire entre 26 et 28 degrés. Et la température de l'air, à ce moment-là, elle est que de 10 degrés. Donc, c'est une température d'habitude d'inconfort. Vous pouvez aussi, n'importe qui vous dit, ben voilà, vous allez travailler dans une ambiance où l'air est à 10 degrés, personne ne va vous dire, ben non, c'est impossible. D'ailleurs, c'est interdit normalement par la loi. Il me semble qu'on n'a pas le droit de faire travailler les gens en dessus de 12 degrés dans les bureaux. Enfin, il y a quelque chose de particulier. Et pour autant, les personnes, tout en étant couvertes, ne ressentent pas d'inconfort. Et enfin, quelque chose qui pourrait être la bonne solution à envisager, quelque chose vers lequel on doit tendre, et qui permet de, alors là peut-être un petit peu exagéré dans la vision qui est donnée, là, où tout le monde est en t-shirt, on n'est pas obligé d'être en t-shirt. Ça veut dire que si on se promène en t-shirt en permanence dans un lieu, c'est qu'on a encore des possibilités de faire quelques économies d'énergie. Mais voyez sur celle-ci, les parois à 20 degrés, toutes les parois à 20 degrés, et un air à 18 degrés, et les personnes sont en plein confort thermique. Je passe à la suite. Tout à l'heure, je suis intervenu sur la question des émetteurs, et notamment ces émetteurs que l'on retrouve de plus en plus, que j'ai même dans mon bureau, je ne suis pas propriétaire hélas, des émetteurs de ventilation. Ça semble remettre en question l'utilité ou l'usage de la pompe à chaleur. Ce n'est pas du tout le cas. Hein, mais très très souvent, quand on va diffuser ou vouloir vendre un système de chauffage, quand on va promouvoir, et ce qui est le cas en France, là, notamment avec les questions de décarbonation, quand on va promouvoir la pompe à chaleur, on a une vision d'un ensemble assez complexe et au contraire, ou qu'on le voudrait quelque chose de simple. Et la pompe à chaleur qui reste et qui est un des meilleurs, voire le meilleur outil de production de chaleur aujourd'hui, pour autant, l'usage qui en est fait peut être extrêmement délétère, voire générer ce qu'on appelle un effet rebond majeur au niveau de la société, à force de n'utiliser que des systèmes qui ne sont pas adaptés au confort thermique. On voit ici deux exemples, un qui est encadré de rouge, vouloir chauffer des pièces à partir du plafond, c'est un non-sens thermique. On a une tendance à générer de la stratification, donc des températures élevées auprès du plafond, à avoir besoin de chauffer énormément la pièce pour arriver à obtenir un confort des personnes, sachant qu'on ne chauffe dans ce cas-là et quasiment que l'air. Si les parois, comme on l'a vu tout à l'heure, restent à une température assez faible, eh bien, les personnes n'auront pas de confort thermique. Et c'est dans des cas comme ça où j'ai pu, sur des bâtiments très récents, hein, construits très récemment, avoir des personnes qui positionnaient leur température d'air entre 24 et 27 degrés pour avoir du confort de travail. Et là, ça pose un problème majeur, puisque comme le montrait, hein, l'étudiait l'ADEME, dans ces températures-là, 1 degré de différence, c'est à peu près 7% de consommation en plus ou en moins.
Et donc, quand on dit qu'on pourrait avoir du confort thermique à 18 degrés et que certains se sentent obligés d'avoir 25 ou 27 degrés, vous voyez tout à fait les pertes énergétiques, la surconsommation énergétique que ça va générer. Donc, on installe un système particulièrement performant qui est la pompe à chaleur pour produire l'énergie et on l'utilise de la manière la pire qui soit. Si l'on veut, typiquement dans ce cas-là, si l'on veut chauffer une pièce à partir de ventilation, c'est-à-dire chauffer l'air, il faut au moins, comme le montre l'image du bas, avoir un système de ventilation à partir du sol. Pour autant, comme je le disais, la meilleure solution se trouve quand même d'être de travailler les systèmes radiants. Les mauvaises pratiques, on les retrouve aussi dans de très grands halls parfois, où on cherche à chauffer l'air à un maximum, et là où on a des émetteurs qui sont très peu adaptés au confort thermique, qui sont ce qu'on appelle des convecteurs purs, là, où on ne fait que tenter de chauffer à maximum l'air. Et donc, qui aujourd'hui, par rapport aux besoins de confort qu'on peut ressentir, eh bien, ce sont des lieux de perte énergétique très, très importants. Toujours les mauvaises pratiques, on les reprend, je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas les resituer et les redire, les chauffer à partir de systèmes qui ont été pensés, dimensionnés et qui fonctionnent normalement pour climatiser, donc apporter de l'air frais dans un local est une ineptie, d'autant que dans le cas où vous voyez à gauche, dans les unités murales, ça arrive aussi sur les unités plafonnières, mais dans les unités murales, on a souvent vu ça souffle et ça souffle sur les personnes. Et à un moment donné, moi j'ai constaté là en analysant le fonctionnement auprès des personnes et leur confort, c'est qu'ils augmentaient en permanence le thermostat parce que à un moment donné, quand cette unité quand la production va s'arrêter parce que la température de consigne est atteinte dans la pièce, eh bien, l'unité extérieure s'arrête, la production de chaleur s'arrête, mais l'unité intérieure continue de ventiler. Et donc, tout de suite, va générer un sentiment de rafraîchissement sur les personnes vers lesquelles ça ventile. La réaction de ces personnes, ça va être d'aller près du thermostat et de monter le thermostat en température. Donc, augmenter les consommations de 7% par 7% à chaque fois qu'on passe 1 degré. On a aussi, et on le voit des fois, des lieux d'inconfort particuliers qui vont être liés à des murs qui ont été mal isolés, etc., et qui vont en permanence être froids, et donc une attention particulière doit être apportée à la température, comme je disais, des parois. À savoir, pour illustrer les mauvaises pratiques, ces pratiques des fois qu'on appelle déviantes, mais qui sont normales, entendables du fait que nous soyons humains, c'est la pensée du design, là, donc de la conception de quelle devrait être l'action de la personne dans un cas particulier, et l'expérience, c'est-à-dire la personne qui va aller au plus direct. Et on le voit sur ces deux graphiques à gauche, là où tout un système de passage de la barrière est préparé, construit, et en fait les marques montrent que l'usage est complètement différent. De la même manière, dans ce parc, où les chemins ne sont pas empruntés et où ce qu'on a emprunté sont d'autres chemins. Pourquoi vous donner cette illustration? Eh bien, on a remarqué aussi dans de nombreux lieux où les bâtiments n'ont pas été conçus en fonction, notamment en fonction de leur orientation. Et donc, on sait bien aujourd'hui que l'orientation par rapport au soleil a une importance majeure pour le confort des personnes, c'est-à-dire que celles qui vont être au nord vont avoir froid tout le temps en hiver et puis pourront obtenir un certain confort sur l'été. Et puis, en revanche, celles qui sont orientées au sud, elles vont être confortables en hiver
et avoir particulièrement chaud en été. Le problème lié à ça, c'est que les personnes, et notamment plus les bâtiments sont importants et moins on peut contrôler, les personnes qui vont se retrouver dans un niveau d'un confort particulier, ce qu'on a pu constater de nombreuses fois, eh bien quand vous cherchez derrière le bureau d'une personne, puisqu'on a fait des accompagnements sur de cette manière, vous allez trouver, si j'étais en mesure là, de pouvoir vous faire réagir, vous pourriez me dire quelque chose d'intéressant. Ben, on va trouver un radiateur convecteur électrique qui se branche sur une prise et que la personne a amené de chez elle pour essayer d'avoir un lieu de travail qui corresponde au confort qu'elle attend. Et ça, c'est un des rebonds majeurs de ne pas prendre en compte correctement le confort thermique des personnes. On a une sensation, on a une impression, on va même là, on commence à obliger les bâtiments à avoir des régulations génériques, voire de la GTB, hein, mais c'est très intéressant d'avoir cette GTB, sauf si elle ne prend pas en compte la chose première qui est le confort des personnes. Parce qu'on peut réguler et ne pas comprendre pourquoi les consommations continuent de dériver ou d'être les mêmes, parce qu'on a des effets rebonds de ce type où les personnes vont prendre en charge elles-mêmes leur confort, puisque le bâtiment, ou dans leur idée, ceux qui gèrent le bâtiment, ne sont pas en mesure de leur apporter. Voilà, j'ai devancé un petit peu la suite, mais effectivement, tous les automatismes, etc., sont des choses très intéressantes, sont importantes. La gestion est très importante. Pour autant, cette gestion, elle doit se faire en fonction de la capacité des lieux à fournir le confort de travail nécessaire. Alors, ma conférence là, sur le confort d'hiver est terminée. On va pouvoir passer aux questions. On aurait beaucoup d'autres choses à dire sur la question du confort d'été. Ça ne passera pas dans le temps qui nous est imparti pour l'instant. Aussi, je vous remercie de votre écoute, de votre attention, et je suis disponible pour répondre à vos questions si je le peux. J'avais une question alors dans la messagerie d'Élodie Néral. Il nous dit chez nous, bureau neuf construit en 2022 avec système de cassette plafonnière pour chauffage et clim, avec un vrai inconfort l'hiver et l'été aussi. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc l'hiver, il fait très froid. Enfin, le ressenti est très froid. Je suis désolé, Et, Elodie. voilà. J'ai aucun doute de ça. Et elle réagissait justement en posant la question, comment se fait-il que les bureaux d'études architectes artisans continuent de faire ces erreurs basiques? Alors, je ne peux pas être assertif pour tout le monde, parce qu'il y a plusieurs raisons. Mais il y a quand même une raison de base et fondamentale, qui est d'abord qu'on ne se préoccupe jamais de l'humain. Qu'on a situé pour toutes et dans toutes les formations, que ce soit chez les techniciens, chez les artisans, etc., toutes les formations ont été toujours données sur quel est le besoin thermique d'une pièce, et ce besoin thermique est défini par la capacité d'atteindre une température donnée. Donc, en fait, absolument pas d'atteindre le confort des personnes. C'est aujourd'hui la pire des choses, puisque moi, pourquoi je suis monté au créneau sur ce domaine-là, et en particulier, c'est justement à cause de ça, Elodie, c'est que les installations qui sont faites majoritairement aujourd'hui dans le domaine du travail sont des installations qui n'apportent pas le confort qu'elles devraient, et que la température, on doit maintenant se déposséder de ce facteur qui est la température. La température de l'air n'a, comme je vous l'ai montré, quasiment que peu avoir, même si ça l'a quand même, mais que peu avoir avec le confort. Et donc, quand je dis ça, ça veut dire que les personnes ne sont pas formées. Les personnes ne sont pas formées à la thermique. Un artisan, il sait, connaît ses matériels, les puissances que ça peut amener à l'air, et en général, les abacs de calcul qu'ils ont, elles sont liées à une puissance thermique délivrée à l'air, c'est-à-dire une puissance thermique convective, uniquement comme ça. Et donc, à partir du moment où on ne traite que la question de la température de l'air et que tous les éléments qui viennent autour n'ont comme objectif que de chauffer l'air, on voit très bien que l'humain a été oublié,
et qu'en plus, on oublie majoritairement ce qui génère ou empêche le confort thermique. Donc, il y a vraiment quelque chose d'essentiel à faire. La première fois où j'ai donné cette conférence, j'avais effectivement des gens qui étaient installateurs et même des architectes en face de moi et qui disaient, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous, on nous demande, et puis la promotion, c'est que d'installer des choses comme ça, etc., etc. Comment on peut faire? Donc, il y a des fois quelques petits tips, hein, quelques petits trucs pour augmenter dans une condition donnée le confort thermique. Pour autant, la seule chose que je peux le dire, c'est qu'il faut revoir complètement la manière dont on aborde la question du chauffage dans un lieu. C'est J'espère que j'ai parfait. répondu à ta question, Elodie. C'est parfait, ça fait le pont avec une autre question donc de Laurent Favret, donc, qui nous dit: J'imagine que l'on utilise la température comme indicateur de confort car elle est facilement mesurable. Que préconisez-vous de prendre comme indicateur de confort pour intégrer dans une GTB par exemple? Ah, Laurent, ça c'est la question qui tue, hein, en fait. Euh, En fait, il faut arriver à développer des matériels qui vont prendre en compte justement ce qui est le plus objectif pour le confort des personnes. On l'a vu tout à l'heure, il y a les facteurs subjectifs. Ceux-ci, on ne peut pas les mesurer. Il n'y a que la personne, le rythme de la personne, son fonctionnement qui va être en mesure. Et puis, on a les facteurs objectifs. Et dans les facteurs objectifs, on a quand même la question de l'émission de chaleur par infrarouge. Et donc, les pertes se font essentiellement par infrarouge, même du corps humain. Euh, voilà, nous, j'avoue qu'on est aujourd'hui en train d'essayer de réfléchir. Si j'ai un peu de temps, j'aimerais aller beaucoup plus vite là-dedans, mais c'est de toucher justement ces facteurs objectifs de manière à pouvoir faire une régulation qui soit liée à un facteur de confort le plus important, tout en conservant la température. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un facteur qui est nul, ni anodin, mais ce n'est pas le premier. Donc oui, aujourd'hui, le plus facile, la facilité à générer là où on en est, c'est la facilité, la mesure de la température de l'air. Mais il n'y a pas de solution qui existe pour l'instant, hein, je suis bien d'accord. Très bien, merci. Autre question, alors pour le coup plus pratico-pratique, quelles solutions pouvons-nous mettre en place pour permettre aux parois de nos bâtiments d'être plus chaudes, donc pour éviter d'avoir froid l'hiver et chaud l'été? Je vous remercie. Alors là, comme je le disais tout à l'heure, et ce qui va être important, il y a plusieurs. Un petit peu quand on fait un accompagnement, j'ai essayé de le prendre de la même manière que l'on accompagnerait ou on vous accompagnerait dans cette voie. C'est bien entendu les choses lourdes telles on isole par l'extérieur, etc., etc. Ça va être important parce que le transfert d'énergie, les pertes énergétiques importantes qu'il peut y avoir si on est peu ou mal isolé, ça va générer les températures basses. Le deuxième point qui peut être plus facilement atteignable et rapidement surtout, c'est d'arriver à à utiliser pour les parois des matériaux peu émissifs. Hein, le bois est un matériau peu émissif. Il y a d'autres matériaux que l'on peut mettre et utiliser dans le domaine professionnel qui sont peu émissifs et qui, eux, en fait, c'est des choses qui, de manière totalement empirique, le monde connaît depuis très très longtemps. Vous savez, quand on parle des couleurs chaudes, des revêtements chauds et des choses comme ça. C'est de l'empirisme, ça n'a aucune valeur là, de la parole scientifique, mais pour autant c'est réel parce que ça vient d'un ressenti. Et quand quelqu'un a du bois ou bien des matériaux, par exemple tissus ou autres, avec en plus des couleurs qui peuvent être proches du rouge ou voilà, on se retrouve avec des matériaux qui vont avoir une émissivité faible et donc une interaction réduite avec les personnes. Et dans ce cas, le confort est augmenté. Ça peut être les premières actions. Typiquement, on voyait
dans des grands halls où il y a des personnes, où on ne sait jamais plein, où les personnes circulent, etc. On peut aussi déjà envisager des panneaux avec des panneaux qui sont en matériaux peu émissifs à déplacer autour des zones de manière à ce que justement on limite les pertes énergétiques des personnes qui vont travailler dans une zone. Il y a plein de petites solutions comme ça qui sont à réfléchir, à voir comment elles sont applicables, à mettre en œuvre, quel coût elles peuvent avoir, etc. Et puis aussi derrière, les appliquer et les mettre en œuvre du mieux possible. Comme je vous le disais, comme on a peu de personnes formées à cette question, il est important aujourd'hui d'être accompagné pour mettre en œuvre les solutions les plus performantes. Et puis, sinon, ce que je disais, c'est d'avoir des émetteurs, si possible, des émetteurs de chauffage qui ont les surfaces d'émissions les plus importantes et les positionner dans des zones où les personnes sont en vue. On appelle ça être en vue, hein, parce que l'émission, le rayonnement se fait dans l'air quasiment en ligne droite, enfin 7 en ligne droite, hein, sur les distances dont on parle, c'est des lignes droites pures. Et plus on aura de zones qui chauffent en vue des personnes, et plus le confort sera important. En parlant donc des émetteurs, on a aussi une question assez pertinente. Alors ça, c'est un cas qu'on voit très souvent. Quelles sont les solutions, les bonnes solutions pour un grand atelier avec actuellement un radiant à 8 mètres de hauteur? Est-ce que des vêtements de travail chauffants ne seraient pas la meilleure solution et la plus économique? Alors, je vais déjà apporter un bout de réponse. Oui, le plus économique, hein, c'est forcément de ne pas chauffer. Alors, on l'a aussi assez souvent avec des aérothermes, souvent, notamment dans les bâtiments logistiques. Bah, le mieux, tout simplement, c'est de ne pas les faire fonctionner, sauf s'il y a une obligation de mise en hors-gel, notamment s'il y a un système d'incendie. Mais le mieux, c'est effectivement de fournir des doudounes chauffantes, hein, voilà. C'est le plus économique en tout cas, et surtout sur le long terme. Après, si c'est dur à accepter socialement, on peut voir tout simplement le radiant. Si on peut pas le descendre, en mettre un plus petit, en fait, ça dépend du comment il est utilisé et de son régime de fonctionnement, quoi. Tout à fait. Là, je ne sais plus qui a posé la question, mais vous indiquez qu'il y a déjà un radiant. J'ai hélas aussi visité des lieux où on avait des radiants qui étaient inadaptés. C'est-à-dire, dans les très grandes hauteurs, il faut quand même avoir des températures de rayonnement qui sont importantes. Du radiant sombre, hein, comme j'ai pu montrer. Alors, il faudra me dire, je ne sais pas si vous êtes encore là, mais quel type de radiant il peut y avoir. Mais les radiants courts, dans les très grandes hauteurs, ça va pas marcher. Vous avez des fois des radiants qui sont en circulation d'eau. En général, on va difficilement monter au-dessus de 70 degrés dans ces panneaux radiants. Ça ne fonctionne pas dans les grandes hauteurs, hein. Vous n'aurez pas de confort. Il faut faire attention. C'est pour ça que je dis que c'est souvent une étude thermique qui est importante pour arriver à comprendre non seulement comment vous fonctionnez, etc., et puis que les propositions soient effectivement transmises et mises en œuvre, adapté au lieu où vous êtes. Donc, dans les 5 mètres ou 8 mètres de haut, on peut utiliser les radiants sombres qui sont en fait chauffés par des gaz directs et qui sont à des très fortes températures avec des capotages de réflexion. Et normalement, si les personnes, leur zone de travail est dans la zone d'émission, on atteint un confort. Sur les vêtements, bien entendu, il y a des vêtements chauffants. Le port des vêtements chauffants sont des vêtements qui peuvent être assez lourds, et puis les batteries de chauffe, etc., du système de chauffe sont aussi assez lourds. Ça peut générer une difficulté, enfin, pas une difficulté, mais limiter les mouvements, voire apporter un inconfort de mouvement pour les personnes. Ça peut être très bien, et en même temps s'assurer que ça ne va pas les gêner, voire les mettre en danger dans leur travail. Ouais, j'ajouterais qu'il faut vraiment concerter en amont les salariés impliqués, voilà, parce que des fois, socialement, ça peut être Ça peut être dur. difficilement accepté, quoi. Voilà. Tout à fait. Alors, on a une autre question donc, qui a été en partie répondue avant. Dans des bâtiments antérieurs aux années 2000, les parois sont souvent froides et difficilement améliorables. Comment faire?
Et ensuite, que vaut-il mieux pour des ateliers infrarouges, électriques ou panneaux au chaudron? Voilà. Ouais, globalement, les réponses ont été un peu données, mais effectivement, le, le- si il y a des moyens, si à un moment vous vous retrouvez dans une situation de remise à niveau de votre bâtiment, parce qu'un bâtiment qui a plus de 20 ans dans son fonctionnement et peut-être son vieillissement, vous allez avoir des travaux de ravalement, des choses comme ça, il est évident que repenser sa structure isolante est très importante. Surtout que dans ces bâtiments, vous avez les parois qui sont froides, mais souvent aussi on a des ouvrants, des fenêtres qui sont à cadre aluminium sans rupture de pont thermique. Excusez-moi, l'aluminium est un des matériaux les plus conducteurs et en plus qui est très émissif, c'est-à-dire que rien que les cadres de ces vitres peuvent amener un inconfort énorme et des pertes. Il y a souvent des gens qui me disent « Ah, mais moi j'ai une fenêtre, des fenêtres en alu, il y a des courants d'air ». Et en fait, j'essaye de leur faire comprendre, d'approcher la main et de rendre compte que ce qu'elles sentent, parce que c'est toujours les flux, hein, comme je vous ai dit, qu'on sent, ce qu'elles sentent, c'est leur perte énergétique par rayonnement sur ce matériau. Il n'y a pas de courant d'air, en fait. Mais ça donne cette sensation parce que quand nous, on a un peu froid ou quelque chose, on se dit, tiens, il y a un courant d'air quelque part. Quand ça part vraiment de notre corps de manière importante, on se dit, il y a un courant d'air. Ce n'est pas des courants d'air. Passer la main autour de la vitre, souvent, elles sont quasiment hermétiques. S'il n'y a pas de vent, il ne peut pas y avoir de courant d'air majeur. Mais en revanche, on ressent cette perte énergétique qui nous montre qu'on ne peut pas avoir un vrai confort dans des conditions de ce type. Et puis, je redis, ce qu'il disait, c'est les matériaux intérieurs, tâchons de trouver des matériaux avec la plus faible émissivité pour donner le confort maximum aux personnes qui se trouvent dans la pièce. Alors, j'ai une deuxième question donc, de Laurent Favret. Sur de vieux bâtiments non isolés mais avec une forte inertie, on m'avait conseillé d'utiliser une méthode de tempérage qui consistait à faire passer des tuyaux de chauffage insérés dans le bas des murs de manière à chauffer le mur lui-même pour qu'il rayonne. Qu'en pensez-vous? Pourquoi pas? À partir du moment là, la solution qui était donnée, c'était d'utiliser. Vous avez un matériau qui est certainement conducteur. Si c'est un matériau épais, c'est certainement des vieux matériaux. Vous s'assurez que vous avez vous n'avez pas de rupture de conduction dans votre mur. Maintenant, il faut aussi, dans un cas comme ça, tenter d'avoir de l'isolation par l'extérieur. C'est ce qui serait la meilleure solution. Mais là, comme on l'a vu tout à l'heure, avec ces murs, c'était des murs modernes, là où on fait passer ou bien des résistances ou bien de la chaleur, quelle qu'elle soit, le mode d'apport de chaleur, apporter de la chaleur pour que le mur lui-même monte en température, c'est une excellente idée. Dans la mise en œuvre, maintenant, je vous recommande de ne pas la faire tout seul. Non pas que je vends ma soupe, je ne sais pas où vous êtes, et si on pourrait travailler ensemble, mais attention, parce que, comme je dis, vous allez dire à quelqu'un de mettre un tuyau dans un mur, sans pour autant comprendre pourquoi il va le faire. Et en général, quand on met un tuyau dans un mur, ils le mettent avec, vous savez, une gaine et une protection, ce qui empêche les échanges de chaleur finalement. Et donc, voilà, la mise en œuvre par rapport à ce que vous voulez en faire, elle doit être précise et suivie techniquement. Mais sur le principe, ce n'est pas une mauvaise idée. Après, il faut être sûr aussi que vous n'avez qu'un seul type de tuyau, qu'il n'y aura pas de raccord dans le mur, etc., pour les questions d'assurance vis-à-vis des gadots, si c'est de l'eau, etc., etc. Donc, il y a cette solution à la base. Je retiens uniquement la solution de dire, parce qu'il y a plusieurs manières de le faire et d'apporter de la chaleur, mais la solution qui est de dire, je mets de la chaleur dans mon mur de manière à ce qu'il monte en température, oui, très bonne idée. Parfait. Eh bien, on a une dernière question de Marine Leroux. Pour chauffer des ateliers avec grande hauteur, que pensez-vous des gaines textiles diffusantes? Je suppose qu'elle doit avoir des aérothermes gaz ou ce genre de système de chauffage, car c'est celui qu'on voit le plus souvent. Alors, Marine, là, attention, la gaine textile diffusante, à la base,
elle est utilisée sur le froid. C'est un émetteur de refroidissement et de rafraîchissement. Il y en a aujourd'hui qui l'utilisent pour le renouvellement d'air. Je pense personnellement, dans les cas que j'ai pu voir, c'est une erreur, hein, parce que dans les grandes hauteurs, souvent les polluants sont émis au niveau du sol, et faire du renouvellement d'air en grande hauteur, ça n'a pas d'intérêt. Mais là, ce que vous demandez, c'est de dire, est-ce qu'on peut utiliser les mêmes gaines pour chauffer? Surtout pas, parce que en fait, non seulement vous allez chauffer en hauteur, et donc la seule chose qui va être chauffée, c'est votre plafond, vos systèmes qui sont en grande hauteur. S'il n'y a personne là-haut, personne ne va ressentir le confort qu'on pourra avoir. Et pour arriver à obtenir un petit peu de confort au niveau du sol, vous imaginez la quantité qu'il va falloir chauffer, et puis certainement, alors éventuellement mettre des stratificateurs, etc. Mais pour autant, c'est, j'allais dire, du pansement sur une jambe de bois, là. Il ne faut pas chauffer l'air par le haut. L'air, quand elle est chauffée, son mouvement naturel, c'est de monter. Donc, si vous chauffez déjà en haut, vous créez des zones, ce qu'on appelle des strates de température élevée, qui, elles, en plus, ont la caractéristique, ça c'est un problème de l'air, hein, et de beaucoup de fluides, c'est que cette différence de température va générer un manque de diffusion entre les différentes températures. C'est-à-dire que vous générez une strate qui va peu diffuser dans le reste. Donc non, ce n'est pas une bonne idée. Comme le disait Arnaud tout à l'heure, les aérothermes aussi dans les grandes surfaces, ce n'est pas une bonne idée. Quand on ne peut pas changer tout de suite ce genre de choses, des fois je regarde simplement et je vois les aérothermes et je dis, mais au moins orienter les volets vers le bas de manière à ce que le soufflage vienne au contact du sol et dans les zones qui vont être demandeuses de cette chaleur. Mais c'est une idée qui n'est pas bonne de vouloir souffler de l'air chaud au niveau haut. J'imagine, je ne sais pas si c'est ça, hein, mais c'est peut-être que vous, Marine, vous avez déjà ce système-là qui existe pour le rafraîchissement ou pour le renouvellement d'air, et vous dites qu'on pourrait utiliser pour chauffer. Non, on rafraîchit par le haut et on chauffe par le bas en général quand il s'agit de l'air. Et donc, dans le cas enfin, c'est ce qu'on voit le plus souvent, hein, donc des ateliers chauffés avec des aérothermes gaz, même avec les volets orientés vers le bas, une entreprise qui voudrait donc se séparer de système de chauffage gaz, qu'est-ce qu'elle a comme option concrètement pour avoir un chauffage efficace et plus économe? Alors, là, il y a deux questions. Tu en as mis deux en une. Tu as le côté, on va se séparer du gaz et en même temps économe. Si on a déjà le gaz et qu'on utilise le gaz pour nos aérothermes en direct, et si la zone s'y prête, le plus rapide, le plus simple à mettre en œuvre, c'est d'utiliser des radiants sombres, hein, et des radiants sombres gaz. La consommation est bien moindre et le confort est amélioré. En revanche, s'il s'agit de dire, ça y est, dans ce mouvement décarbonation un peu global auquel on participe tous, et qui dit on va essayer de transformer aux choses dans le domaine électrique plutôt que gaz, puisqu'on a une électricité qui est majoritairement décarbonée. De la même manière, là, on va tenter d'utiliser du radiant. Ça sera moins facile parce que les systèmes radiatifs aujourd'hui électriques sont plutôt ciblés sur l'infrarouge court et donc qui vont chauffer à des distances qui ne sont pas énormes. Donc, a priori, par rapport aux technologies existantes aujourd'hui, sauf si on voit qu'il y a dans les ateliers des possibilités, c'est d'avoir ces lampadaires radiants qui peuvent se déplacer, hein. On va retrouver un petit peu la même vision que le confort visuel, c'est-à-dire pourquoi chauffer des centaines de mètres, pourquoi éclairer des centaines de mètres carrés si vous avez des zones de travail où les gens sont essentiellement à des postes et qui ne vont pas bouger. Donc, dans ce cas-là, on peut aussi envisager des radiants qui sont sur pied et que l'on va pouvoir déplacer très facilement de manière à apporter le confort sur la zone de travail.
Très bien, c'est très clair comme réponse. Et on a une dernière, ultime question. Pouvez-vous repréciser ce qu'il convient de mettre autour des fenêtres en aluminium pour une meilleure isolation? Euh, Vous avez raison de demander, repréciser, parce qu'en fait, je ne l'ai pas dit, parce que fondamentalement, une fenêtre, alors attention, je dis bien une fenêtre en aluminium, les anciennes, qui n'ont pas de rupture de pont thermique à l'intérieur. Aujourd'hui, les structures aluminium, si vous les regardez, si vous voyez chez des producteurs et qu'elles sont en coupe, vous allez noter qu'il y a elles sont construites autour d'une matière qui est souvent à base de caoutchouc et qui, elle, va faire ce qu'on appelle la rupture du pont et éviter ce transfert, du moins d'une manière suffisamment importante, et éviter le transfert thermique. Donc c'est une bonne chose. Après, les revêtements et les couleurs ont une importance. Hein, quand on a des matières qui couvrent, ça peut être très important. Après, les tarifs sont jamais, on augmente, mais récemment, on a pu visiter quelqu'un qui fait de la fenêtre alu parce que dans la structure, la durée dans le temps, l'entretien, etc., c'est quand même ce qui se fait de mieux. Et cette structure, elle était non seulement, bien sûr, à rupture de pont, mais aussi derrière, elle était recouverte de bois. À l'intérieur, il y avait du bois. C'est pour l'esthétique, mais en fait, c'est aussi énorme par rapport au confort thermique parce que, comme je vous le disais, le bois et l'aluminium n'ont rien à voir dans le domaine de l'émissivité. Le bois a une très faible émissivité, l'aluminium en a une très forte. Donc, la température de ce matériau se ressentira beaucoup moins et aura moins d'impact sur le confort à partir du moment où il est recouvert de bois. Donc, ça peut être ce genre de choses, c'est de ce type de choses, de recouvrir éventuellement de bois. Je ne sais pas si un menuisier serait capable de faire ça sur des fenêtres déjà existantes. Hein, pour autant, la plupart du temps, ce qu'on préconise quand même quand on a des fenêtres qui peuvent être anciennes, qui ne sont pas à rupture de pont, qui sont en alu, c'est généralement de changer les ouvrants. Mais quand on accompagne, je dirais, nous personnellement, quand on accompagne une entreprise, on prend en compte là où elle en est, ce qu'elle peut faire aujourd'hui, comment elle peut le faire, etc., pour pouvoir générer de la solution qui est adaptée maintenant et qui peut s'intégrer dans un plan pluriannuel d'amélioration. Parce que ça, c'est important. Je veux dire, il ne s'agit pas d'agir à chaque instant sur un moment et un constat. On doit être toujours dans la vision de comment, à partir de ce qu'on va faire aujourd'hui, on est en mesure de proposer des solutions qui, demain, pourront être mises en œuvre et qui amélioreront en permanence la performance énergétique. Parfait, mais merci beaucoup Bruno. Il y a plus de questions. Les gens commencent à partir petit à petit. Donc, si vous avez des questions sur l'association ou sur Exensi, n'hésitez pas donc à regarder nos sites internet respectifs. Il y a d'autres webinaires qui sont aussi organisés dans le cadre de notre calendrier Merci, Luc. d'animation. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et bon appétit. D'accord. Merci beaucoup à tous et puis à très bientôt, j'espère.